Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver, chères auditrices, chers auditeurs de Radio J, pour une émission exceptionnelle consacrée à notre collaborateur, l'historien et géopolitologue Alexandre Adler. Il est décédé le 18 juillet dernier. Cela a suscité une très grande commotion dans la société française et plus particulièrement dans la communauté juive. Pour nous, ici à Radio J, pour Actualité Juive, cela a été vraiment une immense émotion. Et donc, à ce titre, nous voulions lui rendre l'hommage qui s'impose. Il y aura d'ailleurs 2 émissions. Nous l'avons décidé avec Nelou Cohn, le directeur des antennes de Radio J. 2 émissions qui lui sont consacrées. La première, j'ai l'honneur de vous recevoir, chère Blandine Kriégel. Vous êtes évidemment l'épouse d'Alexandre Adler. Vous êtes philosophe, professeur émérite des universités, ancienne présidente du Haut Conseil à l'intégration, ancienne conseillère auprès du président Jacques Chirac. Et à vos côtés, Marc Eisenberg, vous êtes président de l'Alliance israélite universelle, mais vous êtes aussi le propriétaire du hebdomadaire Actualité Juive, dans lequel j'ai l'honneur de travailler à vos côtés, cher Marc. Bonjour, merci d'être avec nous en ce dimanche après-midi pour rendre hommage à la haute figure d'Alexandre Adler. Et enfin, last but not least, notre ami Antoine Spire. Cher Antoine, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir à Radio J en ce dimanche. Vous avez très bien connu, dès votre prime jeunesse, Alexandre. Alexandre, vous avez eu un long compagnonnage amical, affectueux, mais aussi très juif. À ses côtés, vous allez nous le raconter dans un instant. Et on a décidé, donc avec Blandine Kriégel, avec Marc Eisenberg, de diviser cette émission en 2 parties principales. Une partie consacrée au judaïsme d'Alexandre, qui était un judaïsme intense et très singulier aussi, on va y revenir. Et la deuxième partie va être consacrée davantage à sa pensée, et notamment, bien sûr, à sa réflexion géopolitique sur la mêlée mondiale. Alors, je ne vais pas me livrer dans cet exercice à un portrait d'Alexandre, ça n'est pas mon rôle ici, je suis plutôt là pour susciter vos réflexions et vos échanges, mais je vais vous poser très simplement la question, Blandine Kriégel, que représente justement pour vous le legs d'Alexandre Adler en ces jours qui restent si tristes pour nous tous et particulièrement pour vous? Beaucoup de choses, évidemment, et beaucoup de souvenirs. Et puisque nous évoquons, n'est-ce pas, cette grande figure de disparu, je voudrais dire un mot. D'abord, je voudrais vous remercier, Alexis, de m'avoir invité. Je voudrais remercier Marc Eisenberg et notre ami Antoine d'être présents. Et au fond, le premier souvenir qui me vient à cette occasion, c'est celui du père de Marc Eisenberg, n'est-ce pas, le grand rabbin Josie Eisenberg. Oui, qui avait enterré un de mes oncles. Et je me suis toujours demandé quel lien il y avait entre cet homme qui était brillantissime, n'est-ce pas, du point de vue de ses idées, de sa culture, etc. Et puis Marc Eisenberg, qui est, au fond, qui est plutôt, à mon avis, mais je ne le connais pas suffisamment, mais dans une sorte de sainteté, n'est-ce pas ? Et donc, voilà. Eh bien, je dirais que d'une certaine façon, Alexandre avait ces deux qualificatifs qu'on pourrait lui adresser. Vous savez, bien sûr, il a été un homme de son temps, il a été un géopolitologue, c'était au fond, en quelque sorte, sa profession. Mais il y a 2 continents qu'il n'a cessé d'explorer. D'abord, le monde communiste, dont provenaient, au fond, nos pères, n'est-ce pas, et qui, quand ils se sont engagés dans la lutte contre le nazisme, évidemment, ils sont tous dépris, et Alexandre précocement, certainement, déjà dans sa jeunesse. Mais le deuxième continent, vous avez raison de l'évoquer, c'est le judaïsme. Et par le judaïsme, j'entends, au fond, plusieurs choses. D'abord, évidemment, la pensée juive, la spiritualité juive et son lien avec Israël. Comme l'a dit Alexandre, n'est-ce pas, il n'était pas sioniste, mais jamais il n'a connu, n'est-ce pas, la honte, selon lui, de se désolidariser de cette aventure. Et donc, d'abord, c'était son soutien inconditionnel à la sûreté d'Israël. C'est, si vous voulez, les paroles des pères. Si je ne prends pas soin de moi, qui prendra soin de moi? Mais le deuxième aspect qui est plus important, c'est que pour lui, le judaïsme, bon, c'est une histoire, c'est une longue histoire, une très grande pensée, une pensée du développement, je dirais, les 2 points
qui était vraiment sensible à Alexandre. C'était une pensée du développement de l'humanité et une pensée de la réconciliation de l'humanité. Et vous savez qu'à son enterrement, j'ai lu un extrait du Peuple Monde dans lequel il donne, si vous voulez, sa conception du peuple juif. Le Peuple Monde, c'est un livre sur le destin d'Israël, au Absolument, sens du peuple sur juif. Le destin du voilà. Et il dit deux choses qui me semblent au fond très importantes. Premièrement, que au fond plus personne ne pense que l'élection, n'est-ce pas, ça veut dire la supériorité du judaïsme, mais que néanmoins, au XXe siècle en particulier, compte tenu de la participation absolument époustouflante, n'est-ce pas, d'écrivains, de penseurs, de savants juifs après la menace de la disparition totale du peuple d'Israël dans la Shoah, eh bien, on ne peut pas dire que ça compte pour rien. Et alors, pour Alexandre, et j'en termine là-dessus, je vous en prie. Si vous voulez, pour Alexandre, au fond, sa conception du peuple juif, c'est une conception qui est évidemment de l'illustrer, de le défendre, mais surtout d'abord dans la réconciliation. Et vous savez que lors de son enterrement, il a demandé, et il faut remercier Haïm Korsia de l'avoir évidemment accepté, que 3 synagogues, qui ne sont pas toujours d'accord, soient présentes, 3 rabbins, mais le rabbin Messas, le rabbin Williams, et puis le grand rabbin, évidemment, Haïm Korsia. Et d'une manière générale, cette réconciliation, elle ne concernait pas seulement les différents courants, il y en a toujours du peuple juif, mais au fond de l'humanité. Et c'est pourquoi il appelait d'une part, la réconciliation qui est déjà largement entamée avec les chrétiens, dont nous sommes vraiment plus proches. Et d'ailleurs, il le cite en expliquant qu'il était un membre du peuple juif, la figure de Jésus, un peu comme Spinoza, si vous voulez citer Jésus. Et deuxièmement, évidemment, la réconciliation avec nos frères ennemis les plus importants et le monde de l'islam. Le monde de l'islam. Vous m'autorisez une question encore à ce stade, chère Blandine. Oui. Ce que vous dites est fondamental. Et il avait le sentiment, je crois, dans les dernières années de sa vie, en tout cas ses prises d'opposition publiques, ses chroniques dans Actualité juive en témoignaient, que nous vivions une époque, alors il le disait avec ces mots, presque messianique, comme si effectivement nous étions à la veille d'une réconciliation très importante entre le monde d'Israël et le monde d'Ismaël. Je reprends les mots qu'il utilisait. Il vous en parlait? Oui, bien sûr, mais si vous voulez, c'était un espoir, un très grand espoir. Ce n'était pas fait dans son idée. C'est un espoir pour lequel il fallait travailler, il fallait mettre toutes les forces intellectuelles et morales possibles, mais c'était un espoir. Et vous voyez, puisque nous sommes ici en France, n'est-ce pas? C'est très important pour la France, parce qu'il y a au fond 2 voies. Il y a celle qui consiste à chasser, n'est-ce pas, l'étranger, et on sait que certains l'empruntent volontiers, puis il y a la voie qui essaye de l'accueillir, de le comprendre, mais aussi, n'est-ce pas, si vous voulez, sans se renier les lois de la République, sans renier le judaïsme. Et au fond, c'est entre ces 2 abîmes que Alexandre a essayé de tracer un chemin. Mais plus encore, et là, je crois que tous ceux qui le connaissent ne me démentiront pas, c'était un homme d'une grande foi, Alexandre, n'est-ce pas, d'une grande spiritualité. Oui. Et il s'est beaucoup intéressé à l'histoire du judaïsme, avec Ilana Sicurel, mais toute sa vie. Oui, tout à fait. Vous voyez, et il lisait sans arrêt. Et j'ajouterais, pour montrer que au fond, cet intérêt n'était nullement exclusif de son ouverture aux autres, que je ne connais pas d'autres. À mon sens, nous avons beaucoup d'amis intellectuels qui ont des bibliothèques tout à fait remarquables, mais le seul que je connaisse qui a une encyclopédie de l'islam en je ne sais combien de volumes sur le premier rayon de sa bibliothèque et qui la consultait souvent, en dehors évidemment des imams, c'est Alexandre. Merci infiniment, chère Blandine, pour ce très beau témoignage introductif, liminaire, qui dessine déjà un portrait d'Alexandre Adler. Nous lui rendons hommage pendant l'heure qui vient, en compagnie d'Antoine Spire, en compagnie de Marc Heisenberg, mais aussi dans un instant du grand rabbin de France, Haïm Korsia, qui ne pouvait pas être avec nous ce dimanche en studio, mais on va l'entendre sur ce sujet. Marc Heisenberg, vous connaissez et vous êtes ami. Vous avez été ami avec Alexandre pendant de très nombreuses années. Est-ce qu'au fond, vous ne partagiez pas cette vision fondamentale que Blandine vient de rappeler, qui est la vision de la réconciliation, réconcilier les Juifs, désamorcer le risque de la haine sans raison? Est-ce que ce n'était pas une inspiration, j'allais dire mystique, philosophique commune que vous avez partagée? D'abord, certains ont beaucoup mieux connu Alexandre que moi, mais avec peu de mots, effectivement, on se retrouvait dans le domaine philosophique
que vous évoquez. Et par exemple, on vient de parler de l'étranger, et pour moi, ça c'est du judaïsme, je dirais, presque un mouvement. C'est de se souvenir que le commandement le plus répété dans la Bible, c'est tu aideras l'étranger et même tu aimeras l'étranger. Le plus répété dans la Bible. Donc bien sûr, sur moi, dans mon œuvre dans la communauté, tend vers l'unité. Essayer de rapprocher les Juifs ensemble pour pouvoir construire un monde meilleur. On peut dire qu'il y a même 3-4 ans, vous avez eu des conversations à ce sujet avec Alexandre, notamment au moment où vous avez repris la radio J, le journal. Je le connaissais évidemment d'avant, mais bien sûr que ces dernières années, on a été dans les fêtes et sa collaboration à la radio et surtout à Actualité Juive nous a donné l'occasion de parler beaucoup plus souvent. Et effectivement, en termes philosophiques, sans avoir son érudition sur le monde arabe, je pensais à André Chouraki. Bien sûr qu'il admirait beaucoup. Voilà, qu'il admirait beaucoup. Et évidemment, il avait beaucoup d'admiration et de sympathie pour mon père. Et ces dernières années, il m'a couru après pour faire un livre, pour faire des actions sur l'œuvre de mon père. Ça lui tenait à cœur, évidemment. Vous pensez bien que ça m'a touché. Je pense que son parcours, et Antoine Spian en dira plus, du communisme, qui était un idéal quand même de vie, de réparation du monde plus juste, vers le judaïsme, a un vrai sens. A un vrai sens. Et ce qui m'a marqué ces dernières années, c'est qu'au-delà de sa spiritualité, de sa foi juive, qu'il a sûrement enracinée depuis très longtemps, il avait envie de rentrer plus dans les affaires communautaires. Tout à fait. Mais il allait plus à la synagogue, il voulait bouger les choses à l'intérieur de la communauté. Depuis longtemps. Quand j'ai connu Alexandre, je savais qu'on pouvait toujours le trouver le vendredi à la synagogue. Bon, mais j'ai eu l'impression qu'il avait encore un peu plus envie ces dernières années. Il avait des projets là-dessus, il était toujours en ébullition. Bon, et évidemment, tout ça n'a d'intérêt que si on rappelle quelle était son intelligence, sa qualité d'analyse, sa mémoire phénoménale, etc. C'était des réflexions de très haute portée philosophique, et c'est pour ça que je suis là, surtout pour dire la communauté s'associe à ces hommages. C'est très important. On a parlé d'Israël. Également, j'ai quelques responsabilités en Israël pour l'accueil des Juifs français. Notamment, parce que vous en avez d'autres aussi, hein, je pense que les Juifs, quels qu'ils soient dans le monde, et notamment en Israël, sont immensément reconnaissants de la façon dont Alexandre les a défendus en France depuis des années et des années. C'est important aussi de le dire à cette époque. Alors, je le sais, vous avez eu des conversations nombreuses avec lui à ce sujet. J'ai aussi, Marc Heisenberg, en tant que président de l'Alliance israélite universelle, mais aussi en tant que président de Calita. Alexandre avait une conception effectivement très, très intense de son attachement à l'État juif, sans être pour autant un sioniste, c'est-à-dire qu'il n'avait pas décidé de faire sa vie en Israël, mais en revanche, il était très attaché au pays. Avec vous, chère Blandine, vous avez visité le sud, le Negev. Plusieurs fois, on est allé en Israël ensemble. Notamment en 2014. Oui. Et pour lui, effectivement, il y avait aussi quelque chose, Marc Heisenberg, de messianique dans le fait que le peuple juif recueille aujourd'hui tous ses membres les plus éloignés. Oui, et je sais qu'il était notamment très, très, très sensible au Falash Moura. Pour lui, il y avait effectivement un processus aussi de rassemblement de tous les exilés. Vous en parlez ? Oui, bien sûr. Israël, à minima, comme Merkaz Rouhani, comme centre spirituel de l'ensemble des Juifs du monde, et également Israël qui permet à tous les Juifs, quelle que soit leur distanciation dans les fêtes, dans la vie de tous les jours, des cercles juifs, d'avoir dans la tête « j'ai une solution, c'est d'aller en Israël ». Et de ça, il était amoureux d'Israël, je crois qu'on peut le dire. Alors, le grand rabbin de France est en province, malheureusement, mais il tenait absolument à être avec nous pour rendre hommage à Alexandre Adler. Et nous l'avons donc très brièvement interviewé sur la conception du judaïsme dont Alexandre lui faisait part aussi dans leurs nombreuses conversations, car ils étaient des amis proches. Bonjour Chaim Corsia, vous êtes le grand rabbin de France. Vous avez depuis longtemps un compagnonnage à la fois professionnel et amical avec Alexandre Adler. Comment caractériseriez-vous son judaïsme, Chaim Corsia ? Il avait le judaïsme, pour moi, le plus authentique qui soit, celui du questionnement. Edmond Fleck dit « Que serait le monde
sans l'inquiétude des Juifs. Et Alexandre Adler portait cette inquiétude qui est faite à la fois de prophétie, c'est-à-dire que va devenir le monde, et en même temps de connaissance intime des petits détails de la vie, ce que la Bible appelle les parchim kétanim, les petites fioles, c'est-à-dire les vies des personnes, les considérations des personnes, les espérances des personnes, les désespérances des personnes, et conjuguer toutes ces petites choses construisait pour lui une pensée. En fait, c'est exactement ce qu'est le judaïsme. Il se trouve par ailleurs qu'il avait la pleine conscience de son héritage spirituel et religieux. Et qu'il voulait le transmettre aussi, Chaim Corsia. Et est-ce que vous diriez, monsieur le grand rabbin de France, que sa pensée, au fond, était animée, sa pensée du judaïsme, par cette nécessité de réparer le monde, du tikkun olam? Oui, et sa réparation du monde, ce qu'il envisageait comme sa vocation, sa mission, c'est de faire connaître tout l'éventail des réalités que la vie proposait partout dans le monde. Il n'y avait aucune raison de considérer que ce qui se passait chez nous était plus digne d'intérêt que ce qui se passe à 10 000 kilomètres et que la vie d'un pauvre berger pachtoun avait moins d'importance que la vie d'un président d'entreprise ici. Et cette connaissance qu'il avait des réalités que vivaient et l'un et l'autre lui permettait au fond de comprendre peut-être les brisures, les fêlures du monde. Et puisqu'il les comprenait, il pouvait envisager de la réparer, c'est ce que vous appelez le tikkun olam à juste titre. Est-ce que vous diriez, Chaim Corsia, qu'il était à la fois très juif et très universaliste? Pardon de le dire différemment, je dirais qu'il était très universaliste, parce qu'il était très juif. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin de France, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci de consacrer autant de temps à la mémoire d'un homme qui s'est presque esquivé de ce monde pendant l'été, ce qui fait qu'il n'a peut-être pas eu... malgré la couverture formidable de l'actualité juive qui lui a été consacrée, il n'a pas eu dans les grands médias nationaux l'hommage qui lui était, je trouve, légitime. Et je veux vraiment vous remercier parce que sa pensée a permis de révéler du judaïsme à beaucoup de ses lecteurs, de ses auditeurs. Et quand il faisait ses chroniques radio dans les journaux, il avait toujours cette façon d'élever les choses. Et c'est peut-être le propre judaïsme, questionner et élever. Un très grand merci à vous, cher Chaim Corsia. À très bientôt. Alors c'est très intéressant ce qu'il nous dit, Marc Eisenberg, Chaim Corsia. Il nous dit, il me conteste d'ailleurs, et il a raison. Il me dit, il est universaliste parce qu'il est juif. C'est un peu la devise de l'Alliance israélite universelle. Que vous présidez. Et ça rejoint la pensée du rabbin Eli Ben Amozeg ou de Lévinas qui disait que pour le judaïsme, l'universalisme, c'est le but. Le particularisme, ça n'est qu'un moyen. Vous vous sentez proche de la pensée de Ben Amozeg. Et vous pensez qu'Alexandre peut être qualifié en quelque sorte de disciple de Ben Amozeg? Disciple, je ne sais pas, mais je pense que cette pensée-là, il la partage. Il le lisait infiniment, il l'appréciait énormément. Ça, le livre d'Eli Ben Amozeg, Sur Israël et l'humanité. Oui, absolument, voilà. Absolument. Alors, et encore un mot pour m'associer à ce qu'a dit le grand rabbin de France, quand il parle de questionnement, on apprend dans le Talmud que l'important, c'est les questions, beaucoup plus que les réponses. Alors, on va essayer de poser plus de questions que d'apporter de réponses en cette émission exceptionnelle où nous rendons hommage, nous sommes plusieurs à rendre hommage cet après-midi sur Radio J à Alexandre Adler, autour de la table Blandine Kriégel, Antoine Spire, je vais vous donner la parole dans un instant, vous êtes le président du Pen Club France et vous présentez une formidable émission qui s'appelle Tambour Bâton sur Demain TV, et avec nous, bien sûr, Marc Eisenberg, président mondial de l'Alliance israélite universelle. Alors, Antoine, vous avez une place un peu particulière, j'allais dire, dans la configuration des nombreux amis d'Alexandre, car vous l'avez connu, à son plus jeune âge, vous étiez en culotte courte, comme on disait jadis. Il était comment On n'était pas en culotte courte. Non, mais c'était une expression. Oui, c'était une expression. Mais le souvenir que il était comment, Alexandre? Le principal souvenir que j'ai, si vous voulez, d'abord, c'est la rencontre avec ses parents. Ouais. Moi, j'aimais beaucoup sa mère. Ils habitaient le 12e arrondissement. Voilà. Hein. Et si vous voulez, très souvent, sa mère me téléphonait et me posait des questions sur ce qu'était en train de faire Alexandre quand nous étions très jeunes. Et en me disant justement cette question du lien entre l'universalisme et le judaïsme. Elle comptait beaucoup sur le judaïsme, ça importait beaucoup pour elle, mais elle n'avait pas les concepts pour le développer. Et surtout son mari était très attaché aussi au judaïsme. Mais Alexandre voyait très bien qu'il n'y avait pas eu de travail chez ses parents sur le sujet. Et ce qu'il y a de formidable chez Alexandre, c'est le niveau de sa mémoire. Il faut comprendre que c'est quelqu'un qui avait un problème de mémoire. C'est-à-dire qu'il se souvenait de tout.
Et pourquoi c'est un problème? C'est un problème absolument exceptionnel de rencontrer quelqu'un qui, vous lui parlez d'une chose il y a 40 ans, et 40 ans après, il vous en reparle dans les mêmes termes, en n'ayant rien oublié. Ça, c'est, je veux dire, le grand succès d'Alexandre. Alors beaucoup de gens ont été jaloux d'Alexandre. C'était dû à sa mémoire ou c'était dû à son travail? C'était dû aux deux. C'était dû aux deux. À sa mémoire et à son travail. Alexandre travaillait beaucoup. Il travaillait beaucoup parce qu'il se souvenait des choses et il articulait les choses. Et moi, j'ai le souvenir de voyages que nous avons fait ensemble dans le sud de la France. On était tous les deux dans une voiture. Et ce qui me frappait le plus, c'était quand on arrivait dans une ville de 10 000 ou 15 000 habitants, Alexandre savait qui avait été député dans cette ville, qui avait été maire dans cette ville, et il racontait de façon absolument remarquable l'histoire politique. Il aurait été très utile à Mitterrand, à Chirac ou à Nicolas Sarkozy. L'histoire politique de cette ville. Je veux dire, ça, c'était absolument extraordinaire. Et les batailles qu'il y avait eu. Pourquoi? Parce qu'il avait lu une fois quelque chose qui se passait dans cette ville, et donc il s'en souvenait, et il racontait ces batailles en essayant de tirer de là à la fois une conception politique et en même temps une conception, je dirais, humaniste. C'est-à-dire, qu'est-ce qui était en question du point de vue des fautes, des erreurs d'un homme ou des qualités d'un homme, et en quoi les qualités d'un homme l'avaient emporté. Et bien évidemment, il s'intéressait beaucoup à ce que le judaïsme avait fait des hommes qui ont marqué l'histoire de la France. Et je crois que c'est assez remarquable, parce que ce lien qu'il faisait entre l'histoire universelle et le judaïsme français, c'était vraiment quelque chose d'unique. Alors on va y revenir parce que c'est une dimension, vous avez raison, très importante, Antoine Spire, de la trajectoire d'Alexandre. Au fond, il était de ce point de vue-là un continuateur du franco-judaïsme. De ce point de vue-là, c'est très important. Mais vous vouliez réagir sur la question de sa capacité de mémorisation, Blandine. Oui, parce que au fond, Alexandre n'était pas, si vous voulez, un animal de foire avec un don exceptionnel. Alors, c'est pas ce qu'a dit Antoine. Non, pas du tout, non, mais c'est ce que certains disent. Il était hypermnésique, n'est-ce pas? C'est un don ou un vice, mais il ne se souvenait de tout. Non, cher Antoine, je vais vous dire pourquoi. Alexandre se souvenait de tout ce qui l'intéressait. Ce qui est très différent. Mais par exemple, vous voyez, il était incapable, je lui disais en riant, de distinguer un aigle d'un pigeon, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il ne s'intéressait pas à l'histoire naturelle. Tout ce qui est du domaine humain, il avait la volonté qu'il entraînait régulièrement de le mémoriser. Mais en fait, sa mémorisation était d'autant plus résiliente, qu'il avait un horizon extrêmement vaste de connaissances et donc la possibilité d'articuler, par exemple, l'état politique d'une ville moyenne avec son député, les partis en présence, avec une multitude d'autres facteurs qu'il avait appris. C'est cet apprentissage. Antoine Spire. Voilà. Je voudrais revenir sur cet apprentissage qui a été fondamental, parce que, par exemple, il m'a raconté la rencontre qu'il a faite avec Poutine et avec Hélène Carrère d'Ancos. Il faut savoir que Poutine a invité à dîner, il a d'ailleurs raconté dans votre journal, Alexis Lacroix, Poutine avait invité à dîner Hélène Carrère d'Ancos et lui pour discuter de la situation, c'était il y a 7-8 ans, de la Russie. Et ce qui est exceptionnel chez Alexandre, c'est qu'Alexandre a fait allusion à ce qu'a été le passé de Poutine, parce qu'il l'avait retenu. C'était le passé d'une personne, comme vient de le lire Blandine. C'était l'histoire d'une personne. Et il comprenait comment, de l'histoire de cette personne, il y avait eu une espèce de dérapage qui expliquait les erreurs et même les crimes que Poutine avait commis. Et ça qui est intéressant, c'est qu'Alexandre s'appuyait sur ce qu'il savait de l'histoire passée de quelqu'un pour expliquer soit ses dérapages et sa déviance, soit éventuellement son succès. Soit la cohérence de son action politique. Exactement, soit le succès de son action politique. Alors, et les raisons pour lesquelles il avait cette action. Alors Antoine, c'est passionnant. On va reprendre ensuite, après une deuxième partie, mais je crois que nous avons tout de suite en ligne notre ami, qui était aussi un grand ami d'Alexandre Adler, notre ami Alain Gérard Slama. Alain Gérard, vous êtes en ligne? Très bien. Je suis en ligne. Bonjour Alain Gérard. Alors nous sommes en direct. Nous sommes en direct sur Radio J avec vous. Oui. C'est un grand bonheur de vous avoir. Vous êtes historien, vous êtes ancien chroniqueur au Figaro. C'est d'ailleurs au Figaro que vous avez lié une amitié particulièrement étroite avec Alexandre, puisqu'on s'y est connu aussi sur les bancs du Figaro, dans des générations différentes. Et vous vouliez évidemment aussi intervenir dans cette émission. On est très heureux de vous avoir autour de la table ici à Paris. Antoine Spire, que vous connaissez bien, et Marc Heisenberg, qui vous salue, le président de l'Alliance israélite universelle. Alors, quel Alexandre gardez-vous en mémoire, cher Alain Gérard, un peu plus d'un mois après sa tragique disparition?
Vous savez, Alexandre, pour moi, c'était quelqu'un de très proche pour une raison simple, c'est que nous avons été ensemble pendant des années, à la fois à France Culture et au Figaro, et nous sommes partis à peu près en même temps, pour des raisons aussi mystérieuses pour lui que pour moi, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons présenté une forme de sensibilité dans ces deux supports de presse, hein, qui était très particulière. C'est-à-dire qu'Alexandre, lui, c'était l'érudition foisonnante, c'était les éditos rédigés de mémoire, c'était les exposés faits sans une seule note sous les yeux. Et avec on vient d'en parler de ça. On vient d'en parler de ça. Hein, oui. Ça, je sais, parce que c'était évidemment très frappant. Mais évidemment, c'est pas ça qui me frappait, moi. C'était que nous avions une collusion et une entente très profonde. Il me surprenait souvent par ses positions, évidemment. Moi, j'ai jamais été communiste. Je n'ai jamais eu le parcours intellectuel qui était le sien. J'étais plutôt un littéraire, lui plutôt un historien. Mais nous avions en commun, si vous voulez, de considérer que il n'y a pas de sujet tabou que l'on ne puisse traiter en le situant historiquement, en fait, j'étais évidemment versé dans les situations historiques des sujets que nous traitions, mais bien souvent nous nous rencontrions à traiter le même sujet. Alors Alain Gérard, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a un instant, Antoine Spire nous disait, avant qu'on vous prenne en ligne, il nous disait, au fond, Alexandre, il avait cette capacité de comprendre les acteurs politiques, les acteurs bons, mais aussi les acteurs mauvais, comme Poutine, en fouillant dans le détail de leur biographie, et parfois même de leur métapsychologie. Vous êtes d'accord avec cette réflexion d'Antoine ? Oui, c'est vrai, bien sûr. Et surtout, il n'avait pas peur de faire des hypothèses parfois risquées. Il n'avait pas peur par exemple, d'annoncer que la Wallonie, finalement, un jour, rallierait la France. Et c'était des positions toujours audacieuses. Ce qui peut peut-être encore arriver, Alain Gérard, on ne sait jamais. Bien sûr, mais évidemment. Mais il avait cette audace et il le faisait avec beaucoup de sérieux parce qu'il avait des arguments toujours imparables et par ailleurs beaucoup de malice parce qu'il s'amusait évidemment de la surprise qu'il provoquait. Et ça c'est quelque chose qui m'épatait dans la mesure où je savais bien qu'il risquait cette hypothèse à des fins beaucoup plus pédagogiques, à des fins beaucoup plus de mettre en évidence les conflits à l'intérieur de la Belgique entre Flamands et Wallons, ou encore pour marquer la différence qu'il pouvait y avoir entre la démarche de De Gaulle qui criait « Vive le Québec libre », mais qui n'a jamais pris le risque de dire « Vive la Wallonie libre », peut-être parce qu'elle était de l'autre côté de notre frontière. Donc il y avait chez lui une dose aussi d'humour, vous savez, qui était extrêmement rafraîchissante. Alain Gérard Slama, on vous remercie chaleureusement, vraiment, pour ce très très beau témoignage. On vous souhaite un très bon dimanche. Shavuot, comme on dit sur Radio J. À très bientôt, en tout cas, cher Alain Gérard. Et je vous félicite de rendre cet hommage, qui est tellement mérité. Merci beaucoup, Alain Gérard. Et on marque à très bientôt. On marque une très courte pause. Et je rappelle d'ailleurs, Alain Gérard, parce que j'allais oublier de le dire, que vous êtes le père du nouveau brillant chroniqueur de Radio J, Mathieu Slama. Une pause musicale dans un instant. Voilà, la discussion est très animée dans cette pause, ce petit intermède. Cet après-midi, nous sommes ensemble sur Radio J. Ce dimanche, nous rendons hommage à l'historien Alexandre Adler, disparu le 18 juillet dernier. Ça a créé une très grande commotion dans la communauté nationale, mais aussi à l'intérieur de la communauté nationale, dans la communauté juive, autour du plateau
Blandine Kriégel, nous sommes très heureux d'être avec vous tout au long de cette heure d'hommage à Alexandre. Son ami Antoine Spire, cher Antoine, très heureux aussi, vous êtes le président du Pen Club France, et nous sommes très heureux aussi d'être avec son autre ami Mark Eisenberg, vous êtes le président mondial de l'Alliance israélite universelle, entre autres responsabilités. Alors nous allons élargir en quelque sorte la focale de l'hommage que nous lui rendons depuis tout à l'heure. Vous avez insisté, Marc, sur le fait que sa pensée profonde relativement au judaïsme, à l'esprit d'Israël, est une pensée de réconciliation et de reconstruction, de retissage de liens, de tikkun, comme on dit dans la tradition religieuse juive. Est-ce qu'on peut dire qu'une pensée de la réconciliation, Blandine Kriégel, animait aussi la vision qu'Alexandre avait des relations internationales et peut-être plus particulièrement des relations entre ce qu'on appelle aujourd'hui les blocs civilisationnels, les civilisations? Oui, vous avez tout à fait raison, Alexis. Je dirais même que, d'une certaine façon, si vous voulez, le multilatéralisme, le monde, vous savez, j'ai vu finir Le Monde Ancien. C'est Alexandre qui... Alors, je l'ai apporté, justement. Oui. C'est son livre consécutif aux attentats contre les Twin Towers, oui. Donc dans la séquence Ben Laden-Bush. Oui. Et au fond, évidemment, il ne peut pas nier qu'il y a une attaque très importante, mais il ne pense pas que le monde de l'islam, dans son ensemble... Mais laissez-moi dire ce que je voulais dire. Non, mais absolument, je vous laisse parler. Ce que je veux dire, c'est extrêmement simple. C'est qu'Alexandre, comme l'a dit d'ailleurs très justement Haïm Korsia, était visionnaire. Dans le monde juif, on parle de prophétie. Il était visionnaire. Qu'est-ce qu'il a vu avant tout le monde et qu'on ne lui a pas toujours reconnu? Premièrement, la fin de l'Union soviétique. Il n'était pas seul. Hélène Carrère-Dancos, qui est devenue à cette occasion son amie, contre tous les spécialistes, entre guillemets, de l'Union soviétique, qui expliquaient, par exemple, comme à Besançon, que Gorbatchev, c'était Staline moins le sang. Lui, des mois avant la fin de l'Empire russe, il a écrit dans Libération un article qui a fait sensation, la fin du moment Gorbatchev. Il a vu donc la fin de l'Empire soviétique, alors que personne ne l'avait prévu. Qu'est-ce qu'il a vu également? Il a vu la fin du monde comme il allait autour de l'Empire américain. C'est-à-dire non seulement la fin de la guerre froide, mais l'éclatement, n'est-ce pas, du monde. Et c'est-à-dire l'apparition de nouveaux blocs. Et d'ailleurs, pour aller jusqu'à aujourd'hui, j'ai été extrêmement frappée alors que maintenant on s'aperçoit que l'Inde a repris ses billes en quelque sorte et s'est détachée de son inféodation et aux alignés et la démocratie indienne et aux Américains, eh bien, ça fait 1 an qu'Alexandre s'intéressait à l'Inde, empilait des livres sur l'Inde, et l'avait également prévu. Il a aussi vu, qu'est-ce qu'il a vu? Les grands changements du monde de l'islam, n'est-ce pas? Il a prévu tout ça. Et c'est extrêmement important de le dire parce que, justement, ce caractère visionnaire, pour certains, n'est-ce pas, on l'attribue à, si vous voulez, de la légèreté ou de l'imagination ludique, alors que, comme il avait répondu une fois dans un débat à quelqu'un qui lui répondait « Je ne suis pas sous la table », c'est à propos de l'Union soviétique, il s'agit d'Alain Besançon, il a sorti sa bibliographie, Alexandre lisait et s'informait plus que n'importe qui, n'est-ce pas? Il lisait tous les journaux, il avait une bibliothèque inimaginable et il voulait tout connaître du monde. Et il travaillait de manière incessante, il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Il travaillait tout le temps. Merci infiniment, cher Blandine Kriégel. Alors, nous, on est en ligne, on est autour de la table. Bonjour Jean-François Bensaël. Bonjour Alexis, bonjour Blandine. Merci d'être avec nous en ce dimanche après-midi, cher Jean-François. Vous êtes le président de Judaïsme en Mouvement, vous êtes une figure importante de la communauté. Alors on a évoqué dans la première partie de l'émission, autour de la table, Mark Eisenberg, président de l'Alliance israélite universelle, mais aussi notre ami Antoine Spire, voilà, qui est président du Pen Club France. On a évoqué toutes les conceptions d'Alexandre relativement au judaïsme, à l'identité juive, à son retour vers l'identité juive, mais aussi à sa défense intraitable d'Israël. Et là, à l'instant, on s'interrogeait au fond plutôt sur sa vision géopolitique. Et nous demandions si sa vision politique n'était pas dictée par cette espèce d'impératif de réconciliation aujourd'hui. Jeter des ponts entre les civilisations, jeter des ponts entre les cultures. Vous voyez ça comme ça, vous aussi, Jean-François, dans vos nombreuses conversations avec Alexandre? Alors, sans aucun doute, mais pour moi, ça découle de sa personnalité. C'est-à-dire, on a évidemment mis en avant son intelligence prodigieuse, sa capacité à relier des événements qui ne paraissaient pas liés entre eux, sa mémoire exceptionnelle, son savoir encyclopédique, oui. Mais tout ça s'enracinait dans une personnalité absolument exceptionnelle, au sens où ce qui l'obsédait, c'est de faire en sorte que les hommes et les femmes ne s'opposent pas.
Et donc, il a toujours cherché à comprendre par-delà les désaccords, qu'est-ce qui pouvait, d'une manière ou d'une autre, rapprocher les gens. Et vous pensez que c'est une qualité psychologique que vous qualifieriez comment? Ça vient d'où, ça, disons? C'est une qualité de cœur, je crois. Plus que psychologique, c'est une qualité de cœur. En fait, ce qui m'a toujours frappé, c'est que c'était un homme de cœur. C'est ça qui m'a profondément frappé. On a dit l'intellectuel exceptionnel, tout ça est vrai. On a dit le penseur, l'homme qui côtoyait tous les grands de ce monde, tout ça est vrai. Mais, c'était un homme de cœur. Et c'est de là que ça vient. C'est-à-dire qu'il considérait que finalement, par-delà les effets de manche, la politique aérienne, comme il disait souvent, eh bien, il y avait des individus, des hommes et des femmes qu'on pouvait arriver à asseoir autour d'une table. Je me rappelle d'une discussion que j'avais avec lui il y a très longtemps, qui m'avait dit, tu vois, le vrai sujet, c'est la paix avec l'Arabie Saoudite. Il y a très très longtemps. C'était complètement inaudible. Et alors, il m'avait expliqué que comme il connaissait l'entourage du roi, d'accord, il disait, tu vois, lui, évidemment, c'est un homme avec qui on peut parler, il faut construire des ponts. Donc c'était l'obsession. En fait, c'est ce qu'on apprend dans la tradition. Le monde est un pont très étroit et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est de comprendre qu'il faut construire des ponts et de ne pas avoir peur. C'est pas seulement qu'il y a un pont et à nous d'avancer dessus, mais c'est à nous de construire des ponts. Et c'est ce qu'il a fait de manière géniale, unique. Et est-ce que vous pensez qu'il aura des continuateurs qui seront capables de construire des ponts comme il l'a fait? Alors je le souhaite évidemment, mais pour ça, il faut arriver à trouver des individus qui maîtrisent le grand savoir historique et le concret. D'accord ? Et comment ça se passe dans la réalité, dans le concret, parce que c'était des hommes aussi extrêmement concrets. Ils savaient très bien comment ça se faisait la politique, comment les grandes décisions se prenaient, qu'est-ce que Poutine avait en tête quand il prenait telle ou telle décision. Et donc, c'est des hommes hommes ou femmes extrêmement rares. Hein. C'est possible, mais bon, et on le souhaite. Mais puisqu'on veut tous la paix, on veut qu'il y ait des hommes de paix. Mais il faut une longue mémoire. Et vous savez ce que dit Nietzsche ? L'avenir appartient à ceux qui ont une mémoire longue. Voilà, et ça, je sais que vous le savez très bien, cher Jean-François Bensaël, en tant que président de Jeanne, mais aussi bien sûr d'autres institutions. On vous remercie chaleureusement d'avoir fait un tour par Radio J en ce dimanche après-midi. Vous êtes excusé, hein, vous n'êtes pas à Paris, donc c'était très gentil. Non, désolé. Oui, non, mais c'était très gentil d'accepter. Pour moi, j'aimais Alexandre. Et je crois que c'était réciproque. Il vous aimait profondément. Merci beaucoup, cher Jean-François Bensaël, et bonne semaine à vous. Vous reconnaissez dans j'allais dire presque la définition morale que Jean-François vient de donner d'Alexandre Antoine Spire. Ce qui est très juste dans ce que vient de dire Jean-François Bensaël, à mon avis, c'est la réflexion qu'Alexandre poursuivait sur les individus. C'est-à-dire, pour comprendre comment les individus évoluaient, il avait une vision des biographies absolument remarquable. Très peu de gens se sont intéressés aux détails de la biographie des hommes politiques, des historiens, etc. Alexandre la connaissait. Et en conséquence, il se posait des questions sur ce que ces biographies expliquaient des points de vue des uns ou des autres. Et je crois que la réflexion d'Alexandre était très originale, en cela que il comprenait ce qui s'était passé dans la tête de quelqu'un, et du coup, il rendait compte de son évolution politique, idéologique, ou même religieuse. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire qu'Alexandre connaissait, si vous voulez, tellement de choses sur chacun d'entre nous, connaissant son histoire. Je me souviens quand il m'a parlé de vous, Alexis Lacroix, par exemple. Il racontait des choses sur ce qu'avait été votre passé et sur ce qui expliquait en conséquence les points de vue que vous pouviez suivre et organiser. Vous me l'apprenez. Et il disait beaucoup de bien de ces points de vue et de votre attitude en disant « Mais regarde d'où il vient, regarde comment il s'est changé, regarde comment il a évolué ». Et ça, il y avait qu'Alexandre pour rendre compte de cette évolution biographique et comprendre comment cette évolution biographique s'était faite. Alors il le faisait pour les politiques, c'était passionnant. Il le faisait aussi pour les historiens, pour les intellectuels. Et au fond, il savait expliquer comme personne ce qu'un individu faisait de l'histoire qui était la sienne et de ce qui lui était arrivé. Et comment il le transformait, comment il évoluait. Il y avait quelque chose de très très humain chez Alexandre. C'est-à-dire qu'au fond, il aimait les gens au point de donner un point de vue sur ces gens pour comprendre de façon efficace
le rôle qu'ils allaient jouer auprès des autres. Alors, c'était un cœur intelligent, Mark Heisenberg, vraisemblablement. C'était quelqu'un qui essayait toujours de comprendre les motivations des acteurs, même quand c'était des acteurs qu'il ne connaissait pas. Hein. Là, nous parlons aussi de grands de ce monde qu'il ne connaissait pas forcément tous personnellement, mais il essayait de les comprendre. Il y en avait un ou deux qui ne connaissaient pas, oui. Oui, en fait, il n'y en a pas beaucoup qui ne connaissaient pas. Mais alors, justement, est-ce qu'il savait, d'après vous, bien mettre le curseur entre la compréhension et le risque, évidemment, qui existe toujours, du relativisme moral? Je crois qu'il savait mettre le curseur, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'Alexandre était quelqu'un de bagarreur et de très courageux. Oui, absolument. C'est-à-dire, il avait une opinion, et ben il la donnait, quel que soit le contexte et quelles que soient les conséquences éventuellement négatives que ça pouvait avoir pour lui. Et il se bagarrait parce qu'il savait qu'on n'obtient pas les choses uniquement en étant bisounours, et que de temps en temps, il fallait sortir des chemins battus et il fallait défendre ses positions. Et alors, par exemple, sur la dernière séquence, avant qu'on entende aussi Blandine, bien sûr, sur ce sujet, sur la dernière séquence, hein, Mark Heisenberg, vous êtes président de l'Alliance israélite universelle, disons sur les 15-20 dernières années, parmi ses engagements internationaux, puisque nous évoquons aussi sa pensée géopolitique, est-ce que vous avez été d'accord avec tout, ou est-ce que vous avez eu aussi des discussions parfois en lui disant « Est-ce que tu es sûr de ton fait ?» Très souvent, j'étais, guillemets, dans le bon sens du terme, choqué. Qu'est-ce que c'est cette idée ? Par exemple Bon, je ne sais pas, même sur la politique israélienne, nous étions relativement en désaccord. C'est-à-dire que vous étiez pas forcément un soutien de Binyamin Netanyahou, et lui davantage. Moi, je suis relativement peu engagé, mais lui, il n'hésitait pas à s'engager. Effectivement, il avait une sympathie, une amitié extrêmement forte pour Binyamin Netanyahou. Et qui était réciproque, d'ailleurs. Qui a été un grand Premier ministre, mais dont certaines activités ou certaines échecs dans la solidarité de la communauté en Israël sont aujourd'hui un petit peu... pose problème et sont sous la lumière, c'est-à-dire qu'on peut plus les nier. Alors qu'au niveau, effectivement, international, Netanyahou, avec les prémices des accords d'Abraham lancés depuis des années, a fait un travail magnifique qu'Alexandre soutenait, évidemment, comme nous tous. Alors voilà, avec l'espoir, bien sûr, qu'il soit prolongé, on en dira un mot à la fin de cette émission passionnante. Alors tout à l'heure, Jean-François Ben Sahel, le président de GEM, nous disait, au fond, voilà, un cœur intelligent, un cœur d'abord. C'est ça qui lui donnait la capacité de jeter des ponts entre des individus qui peut-être n'auraient jamais pu se parler. Hein. Il l'a fait concrètement. Vous en avez été témoin. Oui, tout à fait. Et plutôt, je dirais, une intelligence, n'est-ce pas, qui avait du cœur. Parce qu'il ne partait pas du cœur, Alexandre. Il partait de quoi, vous pensez ? Il partait de la connaissance. Des équations psychologiques d'un individu. Oui, mais je vous dirais, alors, il faut ajouter une dimension dont on a, je dis deux mots, qui est enfin, en tout cas dans nos discussions bilatérales, d'interlude, c'est-à-dire l'humour d'Alexandre, n'est-ce pas ? D'abord, deux choses, sa bravoure, ça je suis vraiment contente que vous la saluiez, Marc, parce que il n'a pas pris de gants, Alexandre, quand il s'agissait de défendre la cause d'Israël. Il n'a jamais pris de gants. Il a été d'ailleurs malmené, maltraité à ce propos, et tant pis, n'est-ce pas ? Il y est allé parce que c'était ça qu'il pensait. Mais alors, justement, sans jamais, c'est ça qu'une chose qui m'a toujours frappée, je pense que vous ne me contredirez pas, sans détestation, sans haine, sans bassesse, n'est-ce pas, comme certains en font preuve de temps en temps. Lui, non, c'était pas ça. Il défendait ce qu'il croyait juste, et au fond, ça ne retombait pas sur les individus. Est-ce que vous diriez, je vais vous poser très simplement la question, mais les auditeurs doivent se poser la question, face à ce personnage éminemment complexe et érudit, qu'au fond, il n'avait aucune capacité de diabolisation de l'adversaire. Non, il ne diabolisait pas l'adversaire. Aucune capacité, aucune envie. Oui, aucune envie. Vous avez raison, Marc Heisenberg. Non, pas du tout. Et c'est pas parce qu'il était, si vous voulez, un pacifiste iréniste à tout prix, pas du tout. Parce que, comme on l'a dit très justement, il savait, il voulait, n'est-ce pas, la bagarre à certains moments. Alexandre n'était pas. Quand il fallait se battre. Et de ce point de vue-là, il est d'ailleurs même dans ses conceptions géopolitiques, il était pour, par exemple, au moment de la guerre en Irak. Il était pour se battre, n'est-ce pas ? Il était pour se battre contre le terrorisme. Mais si vous me le permettez, je voudrais rapprocher les conceptions d'Alexandre, ces conceptions fondamentales, de celles d'un grand sociologue
qui a eu tardivement la reconnaissance et qui est un juif allemand, comme par hasard, et qui est Norbert Elias. Et qui a été remis sous la lumière. Norbert Elias. Remis sous la lumière récemment par une citation du président de la République. Hein, non, mais pas seulement. Mais Norbert Elias, c'est le grand, si vous voulez, c'est le grand sociologue allemand, comme a été le grand historien Hans Baron. C'est tous ces juifs allemands issus de Weimar qui ont compris la catastrophe nazie qui allait venir et qui ont mis toute leur intelligence et tout leur savoir pour essayer, n'est-ce pas, d'en démonter les mécanismes afin que ça ne recommence pas. Et c'est une seconde, juste pour nos auditeurs, Baron a fait la première monumentale Histoire du peuple juif, qui est un livre absolument de chevet pour tous les historiens juifs. Oui, bien sûr. Mais alors, pour revenir à Norbert Elias, au fond, Norbert Elias, n'est-ce pas, s'est attaqué au développement de la violence dans l'Allemagne wilhelmienne, avant l'Allemagne nazie, et du terrorisme, ce qu'il a appelé le processus de décivilisation. C'est d'une actualité incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, Alexandre, vous voyez, sans jamais s'être concerté ou avoir tiré son inspiration directement de Norbert Elias, il faisait la même chose. Il a compris qu'il y avait quelque chose qui était en train de virer mal en France, et donc il a mis toute son intelligence, tout son poids pour empêcher ça. Empêcher que la mentalité gilet jaune, que la mentalité black bloc, que tout ça se développe, que les extrémistes de gauche et de droite se développent. Ce que vous dites est fondamental, Blandine Kriegel, c'est-à-dire qu'au fond, vous restituiez d'abord son ouverture d'esprit, mais aussi son rejet viscéral de la violence, comme étant anti-républicaine, dans la trajectoire, au fond, aussi de sa famille, qui est une trajectoire intellectuelle du judaïsme allemand, de ce judaïsme allemand, qui a été marqué par l'explosion de la violence anti-weimarienne, et vous pensez que ça a eu une influence déterminante dans sa réflexion. Déterminante. Et je suis très frappée quand je lis, moi je les ai lus beaucoup plus tard, mais quand j'ai lu Hans Baron et quand j'ai lu Norbert Elias, que je lis aujourd'hui aussi complètement que je le peux, de la proximité d'approche, n'est-ce pas, avec Alexandre Adler. Ça me frappe. Et ce sont des choses qui ne sont pas vues aujourd'hui, pas comprises, pas analysées. Et alors que elles sont fondamentales et qu'on trouverait là les anticorps de ce qui nous arrive, n'est-ce pas, les immunités que nous ne trouvons pas. Eh bien, elles se trouvent là. Et c'est pour ça que, si vous voulez, un relatif effacement médiatique d'Alexandre à la fin de sa vie a été dramatique. Je crois qu'il a été dramatique. Parce qu'Alexandre, c'est un grand parti, si vous voulez, de la démocratie en France. Absolument. Et c'est ce grand parti il n'a pas de corps aujourd'hui, il n'a pas des piliers. Et donc, il va manquer terriblement. Il nous reste 4 minutes dans cet hommage formidable à Alexandre Adler. Merci beaucoup, chère Blandine, pour ces réflexions. Il nous reste 4 minutes. Alors, justement, vous parlez des anticorps. Les anticorps au processus de décivilisation, puisque nous venons d'évoquer la pensée de Elias, dont Alexandre était un des épigones, en quelque sorte. Non, il n'est pas du tout un épigone, il l'a pensé par lui-même. Non, mais j'ai bien compris. Par lui-même. Voilà. Absolument. Non, je ne dis pas qu'il est... Comme Lorraine Bacal, by myself. Absolument. By himself, il avait retrouvé ces intuitions-là. Voilà, c'était pour ça que j'employais le terme d'épigone, ne polémiquons pas là-dessus. Il était l'épigone de personne. Justement, j'aimerais qu'on termine avec vous et avec Marc. 4 minutes nous restent pour évoquer le moment présent. Et c'est vrai que nous avons eu de très nombreuses conversations depuis 3 ans avec Alexandre, Actualité Juive, sur le moment présent. Il pensait que nous étions dans une époque, au fond, ouverte, indécidable, ambivalente, avec ses forces de destruction, de déliaison très fortes. Cette barbarie qui montait, bien sûr, mais il pensait aussi qu'il y avait d'autres forces, des forces qui résistaient à cette décivilisation. Est-ce que je résume bien sa pensée, Antoine Spire ? Oui, je pense que oui, et je pense qu'elle s'appuie sur une connaissance remarquable et un travail qui a été fait et qu'on a un peu trop oublié, avec ce livre qui s'appelait « Quand les Français faisaient de l'histoire chez Grasset. Faisaient de l'histoire. C'est un livre très très important. Oui, et qui a été sous-estimé par la critique d'ailleurs. Parce qu'Adler, il décrit, je dirais, la dissolution dramatique du principe unificateur de la résistance. C'est-à-dire, il montre dans quelles conditions les leaders de certains appareils ont oublié ce qui faisait le cœur de la résistance. Et je crois que cette étude est très importante pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a ce conflit entre des gens d'appareil qui nient l'histoire et puis les historiens. Et ce qui est formidable chez Alexandre, c'est, je dirais, comment il s'est appuyé, par exemple,
sur Maurice Kriegel-Valrimont, qui était son Kriegel, il voulait qu'on dise Kriegel. Qui était le père de Blandine Kriegel, haute figure de la résistance. Non, mais pour dire qu'il y avait là, si vous voulez, une trace de la résistance exceptionnelle, et que Maurice Thorez, le communiste, au fond, héritait d'un communisme au fond incapable de prendre toute la mesure de ce que c'était, de ce que c'était que la transformation à travers l'hypothèse et l'enthousiasme communiste. Et ça, je crois que c'est très important. Mais surtout, Alexandre, dans le même livre, disait qu'on avait la même chose dans d'autres partis politiques, où des hommes d'appareil, en fait, de la même façon, réduisaient à rien ce qui avait été l'esprit de résistance, aussi bien des centristes que de la droite, etc. Parce qu'il y avait dans tous les partis politiques quelque chose de résistant, parfois. Et ces gens étaient mis au fond de côté par les gens qui avaient gagné l'appareil. Et cette réflexion d'Alexandre, à mon avis, est exceptionnelle. Beaucoup de gens n'ont pas compris le sens exceptionnel de ce livre. Parce que ce livre ouvrait une réflexion sur le monde d'aujourd'hui dans lequel nous sommes. Alors justement. C'est-à-dire les contradictions que vous avez soulevées tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France avec des forces qui sont d'un point de vue contradictoire. Et comment, dans ces forces, vous avez à la fois des gens qui jouent l'esprit de l'humanité, qui jouent l'espoir, l'espérance de l'humanité, et des gens qui n'ont que la vision de l'appareil parce qu'ils pensent ainsi pouvoir se mettre en avant, ainsi avancer des idées qui n'en sont pas. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alexandre cherchait là où l'idée pouvait produire une transformation de l'histoire. Et il la trouvait dans toutes les forces politiques. Il était capable, si vous voulez, de prendre la distance. Moi, j'ai trouvé extraordinaire. On l'a accusé, par exemple, de s'être droitisé. Quelle bêtise! Quelle bêtise! Alexandre, soi-disant c'était droitisé, il avait appelé à voter pour la maire de Paris. Absolument. Alors, vous voyez, son ami Anne Hidalgo. Anne Hidalgo. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'intéressait à la biographie de quelqu'un, à ce qu'il pouvait faire dans son parti, et en même temps, c'était ça l'essentiel, mais c'était pas l'idéologie arrêtée du parti. Alors bien sûr, merci. C'est la République espagnole qui les unissait. Voilà. Absolument. Le drapeau violet de la République espagnole, il en parlait souvent. Merci beaucoup, cher Antoine. Merci beaucoup, cher Blandine. Alors, le mot de la fin revient à Marc Heisenberg. On a évoqué cette géopolitique à Sceaux et à Gambade. On se déplace de la France vers un autre théâtre qui, évidemment, le passionnait, qui est le théâtre du monde de l'islam au sens large, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans la diplomatie française le Proche-Orient, mais ça va bien au-delà. Vous avez rappelé d'ailleurs, Blandine, tout à l'heure, que dans les dernières semaines de son existence, l'Inde le passionnait. Pas les dernières semaines, la dernière année. Oui, la dernière année. Sa dernière chronique d'actualité juive, d'ailleurs, elle est consacrée à l'Inde. Comme par hasard. Absolument, oui. Elle est consacrée à l'Inde. Et donc, Marc, est-ce que vous pensez que Alexandre... J'allais dire qu'Alexandre était à la fois un doux et un dur. C'est une très belle conclusion, en réalité. C'est une très belle conclusion. Qui vient de Pierre Dac, dont tout le monde se souvient. Mais alors, le évidemment... Le fameux sketch avec Francis Bache. Mais lui adorait Pierre Dac. C'était son héros, Pierre Dac. Mais c'est une très belle... au moins une passion que nous partageons. Absolument. Parce que Marc Heisenberg est un très très grand connaisseur de l'œuvre de Pierre Dac. C'est un homme extraordinaire. Juste pour terminer vraiment là-dessus, c'est vrai que nous étions à un moment d'hésitation de l'histoire, au Proche-Orient, au Moyen-Orient plus largement, et même dans l'Orient arabe et méditerranéen. Il était persuadé, lui, que la reprise des accords d'Abraham se ferait. Est-ce que vous partagiez son optimisme relatif, disons, de cette dernière année? Moi, j'ai toujours été plutôt optimiste, mais je me trouvais trop optimiste. Oui, mais moi aussi. Alors là, je partage ça. Mais peut-être que nous avons tort. Moi, je me disais peut-être parce qu'au fond, je suis trop pessimiste. Mais il était un incurable optimiste. Voilà. mais de temps en temps, cet optimisme nous permet de bouger et d'avancer. Merci à tous les trois chaleureusement d'avoir participé à l'hommage à cet incurable optimiste. C'est une belle définition d'Alexandre. Indéfectible humaniste aussi. Oui, absolument. Voilà. Indéfectible humaniste. Merci beaucoup, cher Blandine Kriegel. Merci beaucoup, cher Antoine Spir. Merci beaucoup, cher Marc Heisenberg. On remercie évidemment aussi nos trois amis présents avec nous tout à l'heure par téléphone. Merci à tous. Très bon dimanche et Shavuot Tov. Merci beaucoup.